Bonjour et bienvenue à notre webinaire intitulé Le compte est bon, qui est destiné aux gestionnaires de parcs automobiles. Mon nom est Josée Hamelin, je suis rédactrice en chef du magazine Camoto et tout au long de la session, je vous invite à nous envoyer vos questions sur le site Autosphère. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Roger Constantin. Bonjour. Bonjour. Roger, qui est retraité d'Énergir. Roger est aussi gestionnaire de parc certifié de l'ANAFA et depuis récemment consultant chez Service Conseil RC. ARC. Merci, Roger. Donc, on va commencer d'emblée à déterminer les besoins des parcs de véhicules. Pourquoi c'est important, dis-moi, de calculer si le compte est bon? Bon, dans le fond, quand on regarde les organisations ont tous un objectif. Le premier objectif, évidemment, c'est de faire des profits. Donc, dans ce contexte-là, c'est important de s'assurer qu'on va optimiser, dans le fond, les budgets d'opération, les budgets d'immobilisation, les budgets de capital, pour avoir le parc le plus optimum possible. Donc, dans le fond, le rôle du gestionnaire de parc dans ce domaine-là, ça va de tenir compte de deux éléments vraiment fondamentaux. Le premier élément, ça va être de s'assurer est-ce que les besoins opérationnels pour opérer le parc de véhicules sont rencontrés. Le deuxième élément, ça va être les objectifs financiers de l'organisation. Chaque organisation a des contraintes financières, a des objectifs financiers, donc il faut absolument s'assurer de les respecter. En faisant cet exercice-là, bien, dans ce moment-là, il s'agit de déterminer est-ce que j'ai le bon nombre de véhicules pour les tâches à accomplir? Est-ce que je respecte les budgets d'opération qui me sont donnés? Est-ce que j'atteins les objectifs fixés par l'organisation pour répondre aux besoins opérationnels des membres du personnel qui doivent utiliser un véhicule. Donc, tout ça fait en sorte qu'il faut s'assurer d'avoir le bon nombre de véhicules. C'est un équilibre qu'on doit aller chercher entre les besoins opérationnels, le nombre de véhicules, les coûts d'opération. Puis je pense qu'il y a des outils pour nous aider à déterminer ça. Donc, c'est quoi les outils, puis où est-ce que je les trouve? Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est très populaire, ce qui est très connu, ce qui est de plus en plus en vogue, on parle de la télématique. Bon, la télématique permet à ce moment-là d'aller chercher beaucoup d'informations sur l'utilisation du véhicule. Avec cette information-là, ce qu'on peut tenter de calculer ou ce qu'on veut calculer, c'est un taux d'utilisation. Donc, savoir est-ce que mon véhicule est utilisé de façon adéquate, de façon régulière, en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. À ce moment-là, il faut regarder, évidemment, probablement dans beaucoup de cas, le taux d'utilisation du moteur. Est-ce que le moteur c'est quoi son taux d'utilisation? Mais il faut aussi tenir compte de d'autres aspects. Les autres aspects qu'il faut tenir compte, c'est qu'est-ce que je fais avec le véhicule dans la journée? Est-ce que je me déplace du point A au point B puis j'arrête? Ou j'ai plusieurs points à couvrir dans la journée? Donc, il faut tout que je couvre ces éléments-là et m'assurer que le taux d'utilisation va refléter évidemment l'utilisation du véhicule. Exemple, si j'ai des équipements auxiliaires à bord du véhicule, bien, il faut que je considère l'utilisation de ces équipements auxiliaires-là. Souvent, ça n'utilisera pas nécessairement le moteur, ça va utiliser d'autres outils comme des convertisseurs de courant avec un système de batterie qui va générer évidemment de l'électricité, qui va te permettre à ce moment-là d'avoir le taux d'utilisation combiné moteur, équipement auxiliaire qui va te donner un taux d'utilisation qui va te permettre à ce moment-là de rencontrer tes gens d'opération puis de leur faire voici l'indicateur qu'on a aujourd'hui pour mesurer, dans le fond, le taux d'utilisation des véhicules. Puis si moi, je n'ai pas la télémétrie, si je n'ai pas la télématique dans mon parc, est-ce qu'il y a d'autres moyens de l'estimer? Bien, c'est sûr qu'il y a d'autres moyens, mais ça va être des moyens plus analytiques. L'autre, c'est plus un outil qui est vraiment systématique, qui donne des données, qui donne la preuve, dans le fond, du taux d'utilisation. L'autre, ça va être plus des analyses. Bien, tu peux avoir différentes choses. Tu peux regarder le kilométrage que ton véhicule fait dans une année. Tu peux regarder à la journée, tu peux regarder à la semaine, au mois, à l'année. Tu peux regarder les saisonnabilités du véhicule. Il faut que tu regardes quand est-ce que le véhicule est utilisé. Donc, ça, c'est un premier moyen. Le deuxième moyen que tu peux implanter, c'est un registre d'utilisation du véhicule. Peut-être pas très populaire au niveau des opérateurs, peut-être, mais quand même, ça peut avoir un effet inverse pour l'opérateur parce que tu vas peut-être pouvoir démontrer qu'il manque peut-être de véhicules dans certaines catégories de véhicules. Donc, à ce moment-là, ce que tu fais, tu captures l'utilisation. On parle le matin, à quelle heure il est parti, à quelle heure il est arrêté, qu'est-ce qu'il a fait dans la journée. Tu peux à ce moment-là avoir toute la séquence de la journée, puis avec cette information-là, il faut que tu l'analyses. Pas évident, pas simple, mais tu peux le faire. Un autre aspect, c'est de regarder, d'avoir des rencontres avec les gestionnaires, d'avoir une discussion, de dire voici, vous avez tant de véhicules, qu'est-ce que vous faites avec ces véhicules-là? Déterminer si les véhicules sont vraiment utilisés, la fréquence d'utilisation, quand vous en avez besoin, est-ce que les véhicules répondent à vos besoins? Donc, à ce moment-là, ce que ça te permet de faire, ça te permet d'avoir de l'information qui te permet de décider, en fin de compte, si tu as le bon nombre de véhicules. Une fois ce dit, c'est sûr qu'il va toujours avoir un peu de défis, un peu de challenge avec les opérations, mais quand même, moi, je pense que ces outils-là permettent à ce moment-là d'avoir des résultats.
tous les exercices à lesquels j'ai participé personnellement ou que j'ai discuté avec des gens, on arrive tout à une conclusion, règle générale, à 90-95 on est capable de réduire le nombre de véhicules. Donc, il faut prendre le temps de bien faire. C'est peut-être une revue annuelle du nombre de véhicules par utilisateur pour voir est-ce que j'ai toujours le bon nombre de véhicules année après année. OK. Puis, dans le fond, au niveau les véhicules, c'est qu'ils ne valent pas tous, je pense. Est-ce que c'est important de les catégoriser? Parce que certains vont demander plus d'entretien que d'autres, qui vont demander peut-être moins d'essence aussi. C'est définitivement qu'il faut tenir compte de la catégorie de véhicule. Exemple, un véhicule qui se déplace pour faire une tournée, pour aller chez un client, pour aller rencontrer des gens du ministère ou se promener dans un territoire donné, avec peu ou pas d'outillage, c'est un type de véhicule. C'est un véhicule qui est beaucoup plus facile à remplacer ou à compenser par d'autres moyens. Quand on tombe dans des véhicules qui sont des véhicules plus sophistiqués, qui ont un peu plus d'équipement, bien là, à ce moment-là, il faut que tu aies des véhicules identiques à prêter à tes gens pour combler les besoins opérationnels qu'il va y avoir. Puis il y a une troisième catégorie de véhicules qui sont des catégories à valeur élevée, qui ont un coût d'acquisition important. On peut parler de 500, 600, peut-être des fois même 1 million, j'ai même des fois à 2 millions. Mais c'est sûr que ces véhicules-là, tu ne peux pas en avoir en réserve. Fait qu'à ce moment-là, ces véhicules, c'est ton plan d'entretien qui devient très important pour t'assurer que ton véhicule va effectivement répondre à tes besoins et qu'il va être fonctionnel. Donc, c'est très important d'y aller de cette façon-là. Tu peux déterminer sur tes coûts d'utilisation par catégorie de véhicule. Ça va te donner aussi un feedback à savoir quel véhicule qui coûte le plus cher. OK. Puis maintenant, on va s'attarder peut-être un petit peu plus à la disponibilité des véhicules. Dans un parc, est-ce que tous les conducteurs qui sont sur la route ont nécessairement besoin d'avoir leur propre véhicule? À première vue, non. Par contre, il faut voir encore l'opération de l'organisation précisément. Parce que chaque organisation travaille à sa façon et il peut y avoir des modèles opérationnels qui sont différents d'une entreprise à l'autre. Dans certains cas, ça va être un véhicule qui va être utilisé quasiment 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Il y en a d'autres, ça va être un autre type d'opération. Donc, il faut tenir compte dans ce contexte-là de la catégorie de véhicules pour être certain que les véhicules répondent vraiment aux besoins des utilisateurs. Puis permettre justement à l'utilisateur de ramener le véhicule chez lui le soir, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée? Puis dans quelles circonstances ça peut s'appliquer? Il y a des cas, quand on regarde le véhicule à la maison, dans certaines situations, ça peut être une bonne décision. Mais à ce moment-là, il faut regarder le coût total à assumer au véhicule. Ce que ça veut dire, que si le véhicule il retourne à la maison le soir, ce que ça veut dire que si tu as un quart de soir, tu n'as pas de véhicule pour le remplacer. Fait que là, il y a un coût associé à ça. Fait que si ton opération n'est pas de cette manière-là, si tu as juste un quart de jour, peut-être que c'est la bonne solution à implanter, c'est la bonne solution à mettre en place pour s'assurer que, dans le fond, que tu répondes aux besoins opérationnels. L'autre élément, il y a des avantages. C'est que le matin, quand tu vas quitter, quand ton employé, ton technicien, ta technicienne va quitter le travail, bien, on va pouvoir se diriger directement sur le site où est-ce que tu as une intervention à faire. Que ce soit chez un client, que ce soit sur un réseau, que ce soit peu importe le type d'intervention que le technicien, la technicienne va faire, elle peut à ce moment-là se diriger directement. Et ce que ça évite? Bien, ça évite certains coûts. Les coûts, c'est de demander aux employés de revenir à leur base à tous les jours, de partir de la base puis se diriger vers la clientèle. Tout dépendant des territoires, de comment tu as structuré ton organisation du travail, mais à ce moment-là, il peut y avoir des coûts quand même associés importants. Juste au niveau du carburant, ça va peut-être coûter beaucoup d'argent parce que les gens vont avoir plus de kilométrage à faire pour se rendre à leur site de travail. Puis dans ces cas-là, est-ce que je permets ou je ne permets pas l'utilisation du véhicule de travail le soir? Bien, règle générale, la règle générale, c'est non. Okay. Mais encore là, ça va dépendre des organisations. Les organisations ont la liberté de décider s'ils veulent permettre cette utilisation. Des fois, ça peut être un avantage pour maintenir des gens en poste. On parle beaucoup de la rétention puis des objectifs de main-d'œuvre aujourd'hui. Peut-être que ça pourrait être un utile. Mais règle générale, moi, je pense que c'est mieux que les véhicules soient utilisés parce que souvent, c'est des véhicules ultra spécialisés qui ont l'équipement à bord puis qui permettent à ce moment-là de faire des activités vraiment, vraiment spécifiques. Fait que tu veux éviter qu'il y ait des accidents avec le véhicule, puis là, tu rentrerais dans toute la gestion de la CSST, donc tu veux chercher un peu à éviter toute cette situation-là. D'autres cas, il y a des gens qui font de l'urgence. Donc à ce moment-là, ça te prend des véhicules 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Donc le véhicule, la personne s'en va avec le véhicule, revient à la maison. Donc encore là, dans ces situations-là, tu n'as pas le choix, évidemment, de laisser le véhicule à l'utilisateur. OK.
Puis, au niveau justement de l'utilisateur, on en parle beaucoup. C'est quoi l'importance de l'impliquer dans l'équation au niveau que ce soit de la santé du parc, déterminer le besoin? Pourquoi on a besoin de lui? Bien, dans le fond, quand tu bâtis un véhicule, quand tu prépares un véhicule dans le domaine que je suis, où ce que je viens, puis des entreprises que je connais beaucoup, évidemment, souvent, ce n'est pas juste un véhicule que tu lui fournis. Ça va être un véhicule-outil que tu vas lui fournir, avec un aménagement, avec un bureau de travail, avec un atelier, avec un endroit pour entreposer des pièces. Donc, à ce moment-là, c'est important pour que le véhicule réponde aux besoins de l'utilisateur, que tu l'accompagnes au départ pour t'assurer que tu vas produire le bon véhicule, pour le bon besoin. Je dirais même qu'on a tenté des choses, c'est mon patron chez Énergie qui m'avait parlé de cette avenue-là, c'est de faire un peu de l'ingénierie concurrente. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'au lieu de partir, faire tes plans et devis, faire un comité de travail, puis d'arriver avec tes plans et devis, puis aller en appel d'offres pour la personne qui fait l'aménagement, bien, tu choisis la personne qui va faire ton aménagement au départ, tu l'intègres avec l'équipe de travail qui fait la recherche des besoins, puis à ce moment-là, le produit se développe au fur et à mesure. Il peut corriger. Le fournisseur en question va voir un peu comment les choses évoluent. Il peut déjà proposer des solutions et non pas attendre que le produit, le fameux prototype qui est produit, puis à ce moment-là, tu as plein de corrections à faire. Ça ne veut pas dire que cette situation-là ne t'amènera pas des correctifs. Il va en avoir. Mais par contre, tu réussis à produire le véhicule qui va répondre beaucoup plus aux besoins des opérateurs, quasiment du premier coup. Et en plus, ce que ça permet de faire, ça permet d'économiser des sous. L'expérience que j'ai eue, on a sauvé de l'argent en faisant de cette façon-là. Et en plus, l'employé se sent considéré davantage. Exactement. L'employé est considéré. Et si l'employé n'est pas considéré, bien, tu vas devoir gérer ce changement-là. On fait juste penser à toutes sortes de changements qu'on fait dans une organisation. Il faut gérer les changements. Il faut qu'il y ait une gestion du changement qui fait. S'il accompagne le groupe de travail au fur et à mesure, bien, quand tu arrives à la fin, souvent, ça va être quasiment ses choix à lui ou à elle, qui vont être intégrés dans le besoin. Puis à ce moment-là, le véhicule va répondre, il va être plus facile à vendre. Il y aura toujours des personnes qui vont chercher les autres problèmes. C'est parfait, ils vont les mentionner, puis on va tenter de les corriger. OK. Maintenant, on parle beaucoup de carburants alternatifs, d'électrification. Est-ce que c'est viable de les intégrer à des parcs de véhicules à l'heure actuelle? C'est sûr que c'est un défi, il ne faut pas se le cacher. Il y a des véhicules qui sont disponibles qui nous permettraient d'utiliser des carburants alternatifs, mais j'avais une discussion récente avec certains gestionnaires et on en est encore au début. Pour les flottes, je parle. Pour les flottes, on est encore un peu au début. On regarde ça, il y a des avenues qui sont regardées, il y a des solutions qui sont appliquées, mais on n'est pas encore rendu au point de dire qu'on va partir, que toutes les flottes vont partir avec des carburants alternatifs. Par contre, ce qu'on remarque, c'est il y a 2-3 carburants qu'on peut parler aujourd'hui. On peut parler évidemment de l'électricité. Je pense que c'est un incontournable au Québec avec l'électrification du transport. Je pense que ça fait son bout de chemin. Il y a des véhicules déjà disponibles, il y a beaucoup d'automobiles, beaucoup de vues. Par contre, quand on tombe dans les véhicules un peu plus lourds, camionnettes, fourgonnettes, véhicules lourds, on est encore un peu dans le développement de solutions. Par contre, il y a des belles choses qui se passent au Québec. Il y a des manufacturiers qu'on peut appeler non traditionnels, qui sont en train de développer des choses qui sont intéressantes. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer. Les choses vont bien. Il y a potentiellement des success stories, si on peut dire en français, qui vont arriver. Évidemment, le gouvernement pousse beaucoup l'électrification du transport, donc c'est sûr qu'on entend beaucoup parler. Puis on ne peut pas passer à côté. On est interpellé comme gestionnaire de parc. Il faut en tenir compte. L'autre carburant alternatif, puis j'ai travaillé pour Énergie Gaz Métaux, donc le GNC, le gaz naturel pour comprimer, effectivement, est une solution aussi qui peut être retenue. Il faut à ce moment-là s'assurer de déterminer pour quel type de véhicule je vais l'implanter. Il y a des solutions qui proviennent des manufacturiers de véhicules qui nous permettraient d'ajouter un kit de conversion qui est disponible, qui permet de le faire. Et dans le véhicule lourd, il y a des véhicules qui arrivent dédiés complètement 100% au véhicule, au carburant qui est le GNC. Donc, ces deux premiers-là, c'est ceux qu'on entend le plus parler, qui sont peut-être un peu plus les plus connus. Il y en a un troisième qui est l'hydrogène. L'hydrogène, commence tranquillement à en entendre parler. Certains gestionnaires de parcs commencent à se positionner en disant peut-être que l'hydrogène va être la solution. Par contre, on n'en est pas, c'est pas demain la veille qu'il va avoir un réseau de distribution à l'échelle du Québec. Mais il ne faut pas le minimiser. Il y a des gestionnaires qui sont assez convaincus que l'hydrogène va avoir sa place dans certaines catégories de véhicules. Donc, dans ce contexte-là, il faut tenir compte de cette source d'énergie-là pour les véhicules.
à ce stade-ci, est-ce que tu dirais que les entreprises le font surtout pour se donner une bonne conscience, pour la réputation de l'entreprise? Bien, écoute, ça fait partie de l'équation. Faut pas... Puis c'est pas juste dans le domaine des carburants alternatifs, c'est dans tous les domaines. Toutes les organisations doivent gérer leur image. Donc, pour gérer leur image, à ce moment-là, il y a différentes solutions, différentes avenues qu'on doit déterminer. Et c'est sûr et certain que le choix des carburants alternatifs en fait partie. C'est un élément essentiel, c'est un élément qu'on ne peut pas rejeter du revers de la main. Par contre, il faut le gérer, il faut l'intégrer, il faut s'assurer que ce soit bien fait, puis il faut tenir compte aussi des besoins opérationnels encore là. Il faut regarder comment on peut l'intégrer, puis je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il va y avoir deux éléments à considérer. Évidemment, c'est le positionnement géographique, puis le type de carburant que tu as besoin, la disponibilité des véhicules qui vont être disponibles à ces carburants-là. Tu vas faire l'adéquation de ces deux éléments-là, puis tu vas pouvoir déterminer à ce moment-là quel est le meilleur carburant pour ton parc de véhicules. Et ce qui va probablement arriver, c'est que dans certains cas, ça va être l'électricité, dans d'autres cas, ça va être le GNC, puis éventuellement, ça va être l'hydrogène. Exactement. Et encore là, il y a d'autres types de carburants alternatifs qui sont moins connus, qui vont peut-être faire leur place. Il y a du biodiesel qui s'en vient, il y a du gaz naturel renouvelable qui existe, donc qui sont avec la biométhanisation qui s'en vient. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font en sorte que peut-être qu'il y a des avenues qui vont se développer au fur des... Il y a des choses qui existent, des choses qui fonctionnent. Ça fonctionne aujourd'hui, c'est utilisé. Il reste maintenant à le promouvoir pour s'assurer que ça va rentrer dans un contexte intéressant. Je lisais récemment un article de Bloomberg qui disait que d'ici 2025-2030, on était pour passer à un mode assez important. Je pourrais toujours vous donner le lien, puis vous pourrez aller consulter l'article. Très intéressant. Parfait. Maintenant, on va passer aux questions en rafale, oui. Si tu le veux bien. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une règle générale qui permet de déterminer à quel moment on doit remplacer un véhicule, par exemple, le fameux 4 ans, 150 000 km? Bon, c'est une règle assez générale. Et là, ça va dépendre encore là selon la catégorie de véhicule. Ça va dépendre de la criticité du véhicule, la saisonnabilité du véhicule, tes besoins opérationnels. Il faut que tu considères tout ça. Puis un autre élément qui doit maintenant être intégré à l'équation, c'est le coût total d'utilisation du véhicule. Il faut absolument maintenant qu'un gestionnaire de parc trouve un moyen d'intégrer cette donnée-là à l'utilisation. Ma prétention aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce qu'un véhicule a 4 ans, 150 000 km qui est dû à être remplacé. Il y a peut-être un véhicule qui a 3 ans, qui a 350 000 km qui doit être remplacé avant celui-là. Donc, il faut développer un peu ces outils-là. C'est en train de se faire dans certaines organisations. Je pense qu'on va arriver un jour à pouvoir le faire véhicule par véhicule. Encore là, c'est une prétention que j'ai. Puis je pense que c'est là qu'on va pouvoir déterminer le bon cycle de vie individuellement, véhicule par véhicule. Et là, on va pouvoir remplacer le véhicule, gérer son parc de façon optimum et s'assurer que les véhicules sont disponibles aussi pour les utilisateurs. Tu parles de véhicule par véhicule, puis ça m'amène à la question qu'on n'a pas abordée, mais le fameux coût de possession du véhicule, comment est-ce qu'on le détermine? Bien, le coût de possession, de façon assez simple, c'est 3 ou 4 éléments. Le premier élément, évidemment, c'est la dépréciation et la dépense d'amortissement qu'il faut considérer. C'est une dépense importante, ça représente un pourcentage élevé de la dépense d'utilisation, de possession du véhicule. L'autre élément, c'est tous les coûts d'opération. Les coûts d'opération, on va s'entendre, l'entretien préventif, les correctifs, le carburant. Donc, tous ces éléments-là, faut en tenir compte. Puis après, il y a tous les coûts un peu divers qui vont être un peu l'esthétisme du véhicule, qui vont être les lavages de véhicule, qui vont être des carpettes dans le véhicule, qui vont être des balais à neige pour l'hiver. Tout ce genre de dépenses-là, si on est capable de les décortiquer de cette façon-là, ça te permet de voir un peu où est-ce que ton argent va. Puis avec ça, évidemment, tu vas être capable de faire un cycle de vie le plus précis possible. Tu peux faire ton cycle de vie a priori, c'est-à-dire au départ, avant même de l'acheter, puis tu peux faire ton cycle de vie a posteriori. Donc, une fois que le véhicule est en service, pour voir quel est le meilleur moment à le remplacer. Et ce que j'ai pu noter avec les années, c'est que quand tu mets ces données-là dans une analyse vraiment spécifique de cycle de vie, tu vas avoir des courbes, tu vas te permettre de juger quand est-ce que tu peux remplacer le véhicule. Puis quand on vient, tantôt, il y avait une question en rafale sur le moment à remplacer 4 ans, 150 000 km, bien, à ce moment-là, tu vas pouvoir voir où est-ce qu'il se situe ton plan de remplacement. À quel moment tu dois remplacer une catégorie de véhicule ou un véhicule. Et souvent, tu vas te rendre compte que tu n'arriveras pas à une année précise, tu vas arriver à une période de 2-3 ans différente qui va te permettre à ce moment-là de dire, bon, parfait, j'ai une marge de manœuvre. Puis si jamais il arrive des coups durs, au niveau budgétaire, des années un peu plus difficiles, bien, tu peux plus le gérer à ce niveau-là. Tu ne peux pas s'en faire. Ce n'est pas parce qu'un véhicule qui dit qu'à près de 8 ans, il doit être remplacé, qu'il arrête puis il ne fonctionne plus. Tu sais, si tu as un bon plan d'entretien, ton entretien va faire en sorte que ton véhicule va pouvoir durer encore plus longtemps. On a une question qui vient du web. Donc, il y a Mme Turgeon. Elle nous demande de combien de véhicules de réserve devrait disposer un parc? Bien, dans le fond, il n'y a pas de calcul spécifique, mais moi, ce que je peux dire, c'est que ça dépend de la catégorie de véhicule. Il y a des véhicules que tu peux facilement
Tu peux facilement remplacer par soit la location à court terme, des choses comme ça, du remboursement du kilométrage de l'employé, si c'est juste un déplacement du point A au point B. Donc ça, c'est ces solutions-là. Donc ceux-là, tu n'en as pas trop. Par contre, quand tu tombes dans les véhicules un peu plus spécialisés, moi, une règle que j'ai souvent utilisée, c'est à peu près 1 pour 25-30. Des véhicules spécialisés, on s'entend bien, donc qui ont une valeur raisonnable, que tu peux à ce moment-là avoir en quelques exemplaires additionnels pour pouvoir gérer ton parc de véhicules. Par contre, quand tu tombes dans des véhicules super spécialisés, des véhicules qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars, bien là, tu n'en auras pas. Tu n'as pas de véhicule de réserve. Là, à ce moment-là, c'est ton plan d'entretien, c'est tes ententes avec tes clients, avec tes utilisateurs à l'interne qui vont faire foi de t'assurer que le véhicule va être disponible au moment opportun. Et il faut que les opérateurs tiennent compte de ça dans leur planification d'opération. Ce que ça veut dire que tu n'auras pas tes véhicules 100 du temps. Tu vas les avoir peut-être 95 du temps, 90 du temps, et à ce moment-là, tu vas planifier en conséquence. Puis au niveau des parcs, les défis à venir, on a rentré la technologie, on a rentré la télémétrie ces dernières années. Ce serait quoi, selon toi, le principal défi? Bien, dans le fond, les défis, moi, je pense qu'il y a une mouvance qui est en train de se faire au niveau du rôle d'un gestionnaire de parc. On est parti de gestionnaire d'atelier mécanique à gestionnaire de parc. Aujourd'hui, on peut parler plus de gestionnaire d'actifs véhiculaires. Et je pense que ce qui s'en vient à moyen terme, même que si on est déjà là, c'est la gestion de la mobilité, des ressources à l'intérieur d'une entreprise, d'une organisation. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, il faut s'assurer de prendre le leadership. Puis, c'est un conseil que je peux donner aux gestionnaires, c'est prenez-le maintenant, attendez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à la chose. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à la chose. On démocratise beaucoup le rôle du gestionnaire de parc. Il y a à répondre à beaucoup plus de personnes qu'auparavant. Donc, tout ça est en train de se faire. Donc, il faut être prêt. Pour être prêt, il faut commencer maintenant parce que ça va arriver quand même assez vite. Et les choses se passent de plus en plus vite. Vous remarquez dans vos vies personnelles ou dans vos vies professionnelles, il n'y a rien d'immobile, ça bouge beaucoup, ça bouge rapidement. Donc, toute la notion de mobilité devient de plus en plus importante. Puis, dernièrement, dans une des revues de Camoto, il y a Kate Vigneault qui parlait de la mobilité, justement, de la gestion de la mobilité, qui était à nos portes, qui était là, puis qu'il faut absolument prendre les moyens pour y arriver. Et en plus, j'étais à Anaheim, à la conférence de la NAFA, et le président Brian Flasberg, excusez-moi, a mentionné qu'il était pour développer des fonds, débloquer des fonds pour aider les gestionnaires à faire cette transition-là. Donc, prenez le leadership, pas prendre le leadership. Parce que, dans le fond, je pense que le gestionnaire de parc va jouer un rôle de plus en plus politique, ou est-ce qu'il va devoir se démarquer même au-delà de son... Définitivement qu'un élément, je parlais tantôt de l'évolution du gestionnaire de parc, on est parti du gestionnaire d'atelier, souvent caché dans un coin à l'autre bout de l'organisation, ou complètement dispersé au Québec, au Canada, peu importe où ce qu'on est. Et à ce moment-là, on était peu connus. Il faut apprendre à se faire connaître de l'organisation. Il faut apprendre à démontrer qui on est. Il faut le dire. C'est plus simple d'arriver quand il y a une solution plus critique avec déjà une certaine forme de crédibilité au niveau de la haute direction. Et à ce moment-là, c'est plus simple de voir passer ces idées, puis d'aller de l'avant, puis de permettre à ce moment-là de faire évoluer le parc de véhicules. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à Gaz Métro, le parc était peu connu, les gens ne le savaient plus, ils connaissaient moins, puis à ce moment-là, on a mis en place certaines façons de plus le faire connaître. Mais il faut faire des efforts, il faut apprendre à se faire connaître, il faut faire son propre marketing, sa propre publicité. Puis si on ne le fait pas, ça peut même influencer le remplacement de nos véhicules, parce qu'on a moins d'influence dans l'entreprise. Exactement. Si on n'a pas d'influence, à ce moment-là, les décisions se prennent à des niveaux qui ne sont pas nécessairement les nôtres, puis à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où on doit plus subir qu'agir. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps de le faire, puis c'est toujours plus agréable aussi de discuter, de faire de la réduction de compte au niveau du parc de véhicules à la haute direction une fois par année, exemple. Une fois par année, tu peux aller présenter un peu ce que tu es rendu, l'évolution que tu as faite. Peut-être que ça se fait dans beaucoup d'organisations, tant mieux, mais il ne faut pas lâcher. Puis ceux qui ne le feraient pas, prenez cette idée-là puis essayez de la développer et de la mettre en place. Bien, c'est fort intéressant. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant qu'on conclue ce webinaire? Bien, tu sais, on est parti au départ, on a parlé du compte est bon. Le compte est bon, ce que ça voulait dire, dans le fond, est-ce que vous avez le bon nombre de véhicules pour votre parc? Mais moi, ce que je vous suggère de faire, c'est faites-vous un plan. Faites-vous un plan de travail pour déterminer comment je veux le faire, qu'est-ce que j'ai disponible à l'intérieur, quelle information que j'ai disponible. On parle beaucoup du big data aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai de disponible pour faire ce genre d'analyse-là? Allez chercher de l'information auprès des collègues gestionnaires de parc. Il y a des gens qui ont des beaux success stories, qui ont fait des belles choses. La NAFA aussi a des éléments qui peuvent être intéressants. Donc, ayez un plan. Prenez le temps de le préparer, de le présenter, de le faire connaître pour s'assurer qu'à ce moment-là, que les gens vont adhérer à ce plan.
En tout cas, Roger, merci beaucoup pour ta participation. Ça fait plaisir. Pour conclure, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'au niveau du parc automobile, c'est vraiment important de déterminer le besoin parce qu'au sein de sa propre organisation, c'est ce qui va permettre à l'utilisateur du véhicule d'avoir un véhicule le plus sécuritaire possible et le plus adapté à son besoin. Et plus les besoins du parc seront connus, plus ce sera facile de les faire valoir auprès des gestionnaires de l'entreprise. Mais merci pour votre participation au webinaire. Si vous l'avez manqué, je vous invite à aller le regarder sur autosphère.ca dans la rubrique événements. Merci beaucoup.